Paris. Aujourd'hui, nous allons au musée du Louvre. This video is in French, but subtitles are available if you turn them on. On se fait la balade la plus chic du monde. On arpente la grande galerie du Louvre. La grande galerie, la plus sublime collection de peintures italiennes, encore améliorée avec les chefs-d'œuvre du musée de Naples, Capodimonte. La transfiguration de Bellini, la Danaï de Titien, la flagellation de Caravage. La grande peinture. Dans notre série La Grande Peinture, voici la Grande Galerie du Louvre avec les trésors de Capodimonte. Un Titien à tomber par terre, un Caravage à se taper la tête contre les murs. Coucou la Joconde qui est juste à côté. Des merveilles éclatantes de la Renaissance italienne, Bellini, le Parmesan, une tornade de couleurs incroyable. Un âne qui se moque de nous, les plus beaux drapés de tout YouTube. Des révélations, des rebondissements dans l'intrigue de l'histoire de l'art. On est avec Sébastien Allard, le méga spécialiste incollablissime, le directeur du département des peintures du Louvre, l'historien de l'art qu'il nous faut pour nous éclairer. Bonjour, je suis Loïc Prigent, abonnez-vous à ma chaîne pour tout voir de la mode, les défilés et les plus belles visites de musées. Ne loupez pas le premier épisode de La Grande Peinture sur les fragonards du Louvre. Laissez un commentaire sur votre tableau préféré du Louvre, tapez sur la cloche de notification et aussi sur le pouce en l'air et partagez la vidéo Moodboard. Nous voici au Louvre, dans la partie la plus célèbre du musée le plus célèbre, la Grande Galerie. Bonne nouvelle, le musée de Naples Capodimonte est en grands travaux pour 2023. Alors tant qu'à tout décrocher, autant faire voyager les chefs-d'œuvre qui peuvent voyager. Et paf, le Louvre augmenté pour quelques mois. Le Louvre est le plus grand prêteur mondial d'œuvres, donc autant profiter quand l'inverse se produit aussi. Grand tour de passe-passe, une quarantaine de toiles habituellement dans la Grande Galerie s'éclipsent pour accueillir une trentaine de toiles de Capodimonte, un face-à-face, un puzzle de luxe. La Grande Galerie, si c'est le plus grand musée du monde, c'est la plus grande galerie du monde. Pour quelque chose s'appelle grande au Louvre, c'est que c'est giganormesque. Une splendeur d'un demi-kilomètre. Construite pour relier le château du Louvre au château des Tuileries, aujourd'hui brûlé, sans doute selon le modèle italien de Florence et de Rome. Le plus long bâtiment d'Europe à sa construction à la fin du XVIe siècle. Les travaux ont duré un moment, le chantier a été lancé par le roi Henri IV et poursuivi par Louis XIII. Aujourd'hui connu pour sa lumière zénithale, une clarté douce, sans rayons, sans reflets sur les tableaux. Trésor culturel des trésors culturels, la Grande Galerie du Louvre a permis à des générations de peintres français de ne pas avoir à aller en Italie étudier les grands maîtres, parce que tout était là. Sur les murs, une épopée visuelle avec aujourd'hui des millions de touristes qui en perdent les pédales d'excès de beauté. L'exposition n'est pas une exposition, mais pour la première fois dans l'histoire du Louvre, des tableaux s'insèrent au milieu de la collection du Louvre. Si votre œil est un habitué du Louvre, si vous avez la carte des Amis du Louvre, c'est un renouvellement phénoménal. Si vous venez en touriste, vous ne réalisez pas forcément que vous êtes devant un Louvre embelli, optimisé, dont la symbiose est parfaite. C'est quoi? C'est la Grande Galerie sous stéroïdes? C'est la galerie qui est déjà très musclée, là, qui devient Ah oui, là, un surhomme. oui, mais justement, quand on a pensé de mêler les deux collections ensemble, c'était pour montrer que le Louvre est toujours le plus grand musée du monde, le premier musée du monde, tout ce que vous voulez, mais aussi à des manques. Et donc, c'était mon idée. Oui, c'est une forme d'humilité prétentieuse ou de prétention humble, parce que c'était à la fois l'idée de montrer nos forces et nos faiblesses. Voici Sébastien Allard. Toutes les œuvres peintes du Louvre dépendent de lui. Spécialiste d'Eugène Delacroix, c'est lui qui a fait traduire en anglais les cartels du Louvre. Alors, attendez, je vais couper tout ça. Vous avez deux téléphones? Bah oui, j'ai mon perso et mon... Sinon, le Louvre connaît toute ma vie. Il y en a un pour Da Vinci et un pour... Voilà, c'est ça. Sébastien Allard est le commissaire général de l'événement avec Sylvain Bélanger, le directeur français du musée de Capodimonte de Naples. Le dispositif est exceptionnel, non pas un accrochage, mais un méga accrochage. Donc là, si vous voulez, on est dans le sein des saints du Louvre. C'est la première fois qu'il y a une exposition temporaire dans la Grande Galerie. On a déjà parfois mis une œuvre ou deux, mais c'est la première fois qu'on fait quelque chose de cette ampleur. En fait, quand je l'ai proposé, j'avais bien conscience que ça allait être compliqué, mais je n'avais pas mesuré jusqu'à quel point. C'était très très compliqué parce qu'on ne pouvait travailler que le mardi, quand le public n'est pas là. Et on a changé complètement l'accrochage de la Grande Galerie. C'est pas on a retiré un tableau pour mettre un tableau de Capodimonte, on a tout modifié
pour créer ces dialogues ou pour mettre en évidence ces manques. Tout le jeu de cartes est changé. Quasiment tout le jeu de cartes est changé. Ce qui est fou, c'est que ça révèle plein d'autres tableaux. Alors, c'était tout à fait l'idée. C'était de se dire que effectivement, la présence de Capodimonte va parfois redonner un sens ou une visibilité, je dirais, aux tableaux qui sont normalement exposés ici. Masaccio, c'est un peintre florentin qui fait partie du club des 27. Oui, il est mort à 27 ans. Masaccio veut dire idiot, meilleur compliment pour un artiste parce que ça annonce qu'il ne correspond pas aux normes de l'époque. Masaccio est le peintre qui annonce tout, la perspective, l'expression, la sortie du Moyen-Âge pour entrer dans les torsions sublimes de la Renaissance. Il n'est pas au Louvre non plus parce que le Louvre n'a jamais réussi à acheter un Masaccio. Il y a zéro Masaccio. Il y a zéro Masaccio au Louvre, oui. Le tableau de Masaccio représente un Christ mort. Il a la marque de la lance du soldat entre les côtes. La Vierge prie, Madeleine de dos est en grande douleur supplication. Non, hurle ses bras. Même sa chevelure blonde semble pleurer. Saint Jean est triste, un des premiers visages de tristesse de l'art. Le Christ semble en repos, en contraste avec ses visages et ses corps en détresse. Et puis, ses premiers essais de perspective, avec Masaccio, vous voyez le Christ, on dirait qu'il a la tête coincée dans les épaules. En fait, parce que ce tableau était la partie supérieure d'un retable d'une église à Pise, et donc on le voyait, comme on dit en italien, da sotto in su, d'en bas vers le haut. Et là, on voit que l'artiste a essayé de rendre la perspective, avant même l'invention de la perspective. Da sotto in su, la vue de dessous, qui est un genre comme ce cheval vu du dessous au Louvre. Un effet très pratique quand on peint un plafond par exemple et permettre à un char de galoper dans les nuages. Donc c'est un raté sublime. C'est un raté magnifique. C'est le plus beau Non, raté. c'est pas un raté. Non, pardon, je répète ce que vous dites bêtement, mais c'est pas du tout un raté, c'est au contraire, non, c'est l'exact contraire du raté. On sent qu'il y a quelque chose à rendre pour rendre la réalité. On comprend pas très bien comment ça fonctionne dans l'optique, mais intuitivement, on s'en approche. Voilà. Donc c'est ça, cette tête du Christ dans ses épaules. Juste à côté, une œuvre de Masolino, l'aîné de Masaccio, mais ils ont travaillé ensemble à Florence dans la chapelle Brancacci, un mythique cycle archi connu pour son Adam et Ève, cycle qui a inspiré Michel-Ange, entre autres. La fondation de l'église romaine de Sainte-Marie Majeure. Et alors là, vous avez un élément supplémentaire, c'est que vous avez l'introduction d'un paysage avec ces nuages un petit peu comme des soucoupes volantes. Vous voyez, là, on voit qu'on essaye de créer là aussi la perspective. Donc il y a une représentation du monde qui est en train de basculer entre une représentation purement symbolique, où par exemple pour faire des personnages puissants on leur met des grandes mains, etc., vers une représentation plus réaliste. Quand je suis allé à Capodimonte, j'ai dit il y a un tableau que je voudrais vraiment avoir aussi, c'est ce tableau de Giovanni Bellini, qui est un peintre vénitien, fin 15e, 16e siècle. Bellini, c'est un peu celui par lequel la grâce arrive. C'est bon, on maîtrise à peu près la perspective, on maîtrise le réalisme, l'anatomie, on maîtrise les couleurs, on sait faire un nuage, le pelage d'un animal. Mais avec Bellini, on dépasse encore ce stade pour arriver à la psychologie du personnage, au charme ou au sérieux. En tout cas, il se passe des choses sur ses visages. Bellini travaille pendant 90 ans. Son Christ n'est plus anémique et perdu sur un fond d'or abstrait comme celui de Masaccio. Il est parmi les humains, au milieu de la nature et des animaux, non loin de la ville. Le tableau est un grand panorama italien. Il annonce les feuillages de Titien. On a même le droit à une leçon de géologie, une vue en coupe de la nature, du monde, du sous-sol aux cieux, en passant par les pelouses toscanes dessinées brin par brin et dans tous les tons de vert et de doré. Le lierre sur les troncs d'arbres, les bovins blancs endormis. Les nuages se mettent à circuler. On n'est plus dans les nuages soucoupes volantes de Masolino juste avant. Les disciples en bas sont dans des couleurs de terre, alors que les prophètes et Jésus sont dans des tons lumineux, plus de l'ordre du divin. Jésus a déjà les couleurs des nuages, il est déjà dans les cieux. Et ce qui est très beau, c'est qu'on a cette lumière qui émane de ce rendu possible par l'invention de la peinture à l'huile, avec ces glacis transparents, donc ces couches de couleurs transparentes. On peut avoir la lumière là, qui émane du vêtement blanc du Christ et qui entre en dialogue avec la lumière douce
de peut-être cette fin de journée de l'arrière-pays vénitien. Il se gouffre devant eux. Et le gouffre, une sorte de fossé entre le spectateur et la scène elle-même, est probablement là aussi influencé par le nord, Dürer étant aussi présent via la gravure à Venise. Le critique fort dit que ces corps sont modelés en pesanteur, mais que, je cite, « ils ne frémissent pas encore sous les ondes de sang qui font battre leur chair quand ils s'étendent à l'ombre des arbres, comme chez Giorgione ou Titien. Quelques traces de l'ascétisme primitif accusaient leur squelette, séchaient leur peau, tiraient leur visage que la souffrance n'avait pas tout à fait déserté. » Si Cézanne est le père de l'art moderne, Bellini est le père de la grande peinture de la Renaissance. Le tableau a été restauré un peu violemment, au point qu'on y a ajouté ces deux personnages qui discutent à droite. Et en fait, ce tableau finit par aussi éclairer nos Bellini qui sont plus petits, comme le Christ bénissant. Là, c'est le seul cas où, si vous voulez, on a décroché un tableau et on a mis le Bellini. Et tout à coup, c'était comme s'il avait toujours eu sa place. Et il entre en dialogue directement avec le Christ bénissant de Bellini, avec ce portrait de jeune homme de Bellini qui est ici, avec un des plus beaux tableaux du Louvre, qui est le Condottiere d'Antonello da Messina, un des introducteurs de la peinture à l'huile en Italie. Voilà, donc ça c'est un exemple de dialogue là pour le coup. Ah, ça m'intéresse quand vous dites que c'est un des plus beaux. Je trouve que ça c'est vrai. c'est un tableau, il n'est pas très grand, alors finalement on finit par être happé par ce personnage qui a cette particularité, on l'appelle le condottiere. Donc le condottiere, c'est un homme de guerre, c'était ces hommes qui étaient payés lors des guerres d'Italie pour lever des armées, pour être soit du côté des Français, soit du côté des principautés italiennes. On l'appelle le condottiere parce qu'il a cette balafre au-dessus de la lèvre, et ça le rend plus étrange ou un petit peu plus menaçant. Il est interpellant, lui. Et ça, c'est un tableau magnifique. C'est un peintre napolitain, l'un des grands représentants de la Naples lorsqu'elle était sous le règne des Angevins. D'être dans la Grande Galerie, c'est une grande visibilité pour ce peintre qui est pas très connu en dehors de Naples, malgré son immense qualité. On a un grand retable ici, le retable de Saint-Vincent-Ferrier, et puis un élément d'un autre retable qui est ce Saint-Jérôme. Avec Naples comme foyer de création, la peinture napolitaine, elle est toujours faite de mixité. C'est un port, c'est un endroit où on va, où on vient, où les artistes arrivent du nord, du sud. Et là, on a un artiste qui est influencé aussi par ce qui se passe dans le nord de l'Europe, dans les Flandres, avec ce côté très descriptif, très précis. On a un Saint-Jérôme dans son capharnaüm d'études, il y a la petite souris qui sort sous le tabouret. Il y a un lion, une petite souris qui mange alors je ne sais pas, mais il y a une petite souris qui est en train de manger un petit bout de papier. Il y a ce côté extrêmement descriptif. On dirait le studiolo d'Urbino. Oui, exactement. C'est le principe du cabinet d'études, le studiolo d'Urbino qui est en marqueterie. C'est l'homme de science, c'est l'homme qui est dans son cabinet, qui lit les livres. C'est un érudit qui est là, avec son chapeau de cardinal qui est posé juste à côté. Le chapeau me plaît beaucoup. Le chapeau est très beau. Le chapeau, il y a une passementerie qui m'intéresse. La passementerie. Et là, on a une pédicure de lion quand même. Je ne sais pas si c'est une pédicure ou une manucure. Ah oui, c'est devant, donc c'est une manucure. C'est devant, c'est peut-être une manucure. Saint Jérôme retire une épine qui est coincé dans le coussin de la patte de ce lion terrible. Et c'est comme ça qu'ils deviennent amis, c'est ça, hein? Et voilà, ils deviennent amis. Alors, c'est sûr que Colantonio ne devait pas souvent voir des lions. Donc, il l'a peint probablement d'après des dessins, des gravures. Julien, tu penses que Colantonio avait vu beaucoup de lions avant ça? Non. À l'échelle là, je dirais petit. Mais on y croit. On y croit. C'est vrai qu'il a plus vu de livres, manifestement. Oui. Je
connaissais pas du tout. Ah oui, donc là, hein, c'est un peu notre gouffre du Bellini tout à l'heure. Oui, exactement. Avec une description des rochers. Dans la Vierge aux rochers, on a non seulement les rochers, mais en plus les plantes. Avec ce côté, oui, Léonard, c'est aussi un homme de la Renaissance qui s'intéresse aux plantes, aux animaux, qui regarde la nature autour de lui et essaye de la comprendre. Et puis il y a aussi cette diffusion, enfin, des planches gravées qui pouvaient arriver du nord de l'Europe. Il n'y avait pas de Da Vinci. Il n'y a pas de Da Vinci au... Non, il n'y a pas à Naples, il n'y a pas d'œuvre de Vinci. Il y a d'autres chefs-d'œuvre, il n'y a pas que Vinci non plus dans la ville. Ah, celui-là, il me fascine complètement. Là, on est dans un portrait d'un mathématicien très important qui s'appelle Luca Pacioli, qui a traduit Euclide, enfin qui a travaillé. Et là, c'est l'homme de la Renaissance. Donc il enseigne à un jeune homme de la grande aristocratie les mathématiques avec voilà, toute la science qui mêle géométrie, optique, parce qu'on a aussi cet objet là qui est pendu, ésotérisme aussi, analyse du monde, compréhension du monde et hommage aussi à l'Antiquité avec Euclide. Donc là, on a en quelque sorte résumé par ce double portrait l'humanisme. C'est drôle, il est en train de dessiner, mais il regarde, on ne sait pas trop où, au loin. Et en fait, celui qui nous introduit dans cette, on pourrait presque dire cette cérémonie ou cet antre de la connaissance sur ce fond noir, c'est ce jeune homme qui étudie avec Luca Pacioli. Je trouve qu'on a une drôle d'impression parce qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à aborder Luca Pacioli. Donc il faut une sorte d'intercesseur parce que c'est une sorte de résumé de toute la science du monde à ce moment-là. D'une certaine manière, il nous traduit toute la science de Luca Pacioli. Qui est la vraie richesse, ouais, j'imagine. C'est fou, c'est ce moment où l'Église peut être du côté de la science. Exactement. Il est beau, hein. La démonstration de force de je sais tout faire, elle est là quand même. Regardez, les cheveux frisés, il sait faire. La perspective parfaite sur le drap vert, il sait faire. Un bout de fourrure, il sait faire. Un drapé, il sait faire. Un visage en profondeur et en relief, il sait faire. Et cette sphère mathématique en lévitation, ça s'appelle un cristal rhombicube octaédrique. Et bien sûr, il sait faire. Et là, je sais tout faire, j'ai tout relu, j'ai tout redécouvert et je vais aller au-delà. C'est-à-dire qu'en fait, là, on voit qu'il y a un sens, qu'on soit avec un sens de l'histoire où on repart de l'Antiquité, on revient en arrière pour se projeter dans une meilleure connaissance du monde et une attention. C'est un peu comme tout à l'heure, on a vu Masaccio qui, avec ses armes de peintre, essaye de comprendre les déformations optiques. En fait, lui, il essaye d'y arriver par les mathématiques. Donc ça, c'est un tableau absolument exceptionnel. Des portraits comme ça, j'en connais très très peu. Ça, c'est vraiment un des grands chefs-d'œuvre de Capodimonte. Pour que ça soit réussi dans ce cadre de la Grande Galerie, avec tous ces tableaux, avec toute la charge symbolique aussi du Louvre, de la Grande Galerie, il fallait qu'on soit extrêmement précis dans l'accrochage. Travail que j'ai fait avec ma collègue Charlotte Chastel, et en fait, je suis assez content parce que je crois qu'on y est... bon, on fait un peu d'autosatisfaction, mais je crois qu'on y est arrivé. Parce que là, il y a plein de choses qui ont changé, on est d'accord Oui, par exemple, tout ce mur-là, qui représente la Renaissance en grande partie florentine romaine, était dans la tribune, ce qu'on appelle la tribune, qui est un peu le saint des saints de la Grande Galerie, parce que c'est des œuvres insignes, hein, la Grande Sainte Famille de Raphaël, Sebastiano del Piombo, Andrea del Sarto, enfin des chefs-d'œuvre absolus. Donc on les a déplacés ici pour faire de la place, les œuvres parmi les plus célèbres de Capodimonte face à quelques-unes des œuvres les plus célèbres du Louvre. Quelle tribune? Parce qu'en fait, on a aussi... Elle change souvent la tribune? Jamais, enfin très peu. Si, elle a changé une fois parce que au centre de la tribune, il y avait la Grande Sainte Famille de Raphaël. Et quand j'ai été nommé directeur du département des peintures, il y avait un tableau que je trouvais un des plus beaux tableaux de nos collections, qui est le Sommeil d'Antiope de Corrège. Donc j'ai remplacé la Grande Sainte Famille de Raphaël par le Sommeil d'Antiope de Corrège. C'est beaucoup de négo, ça se fait... Non, pas du tout, parce que j'étais devenu directeur du département. Donc voilà, c'est un petit plaisir. C'est une négo avec mes équipes. Ok, et ça va, il n'y a pas eu de courrier des lecteurs, il n'y a pas eu de piquet de grève? Rien, non. Ok. Peut-être c'est dommage parce que ça dit que les gens s'en sont peut-être pas aperçus, mais bon.
Alors là, on a C'est un pétage de quasiment... plomb, là. Et là, comme vous dites, c'est un pétage de plomb parce qu'on est dans ce qu'on peut avoir quasiment de plus beau entre la collection de Capodimonte et la collection du Louvre en matière de portraits et de nus à la Renaissance. La Danaé de Titien, une œuvre insigne de Capodimonte qui fait face au sommeil d'Antiope de Corrège. Et alors, ce qu'il faut voir dans le tableau de Titien, c'est que c'est un tableau qui a été peint pour le cardinal Farnèse, sachant que le cardinal Farnèse était lui-même le petit-fils du pape, pour sa chambre à coucher, peut-être avec le portrait de sa maîtresse. Enfin donc, c'était des histoires complexes. Titien, donc le maître de la couleur, ce peintre vénitien de la peinture sensuelle, essaye de rivaliser avec Michel-Ange, sculpteur, dans ce nu qui rappelle les nus des chapelles médicéennes, mais avec les armes de la couleur. Ah oui, la chapelle à Florence. Oui, Ah oui. Oui, ou avec la Leda de Michel-Ange. Ah bah, mes traumatismes, c'est les seins de cette statue de Michel-Ange. Ils sont très dans des coins un peu. Oui. Qu'est-ce qui se passe au milieu de l'œuvre? Donc Danaé est fécondée par Jupiter qui se transforme en pluie d'or. Donc au milieu, il y a un nuage qui arrive avec une pluie d'or qui tombe sur Danaé, dont le visage, c'est assez beau, le visage est dans l'ombre et le corps est lui-même en pleine lumière. Donc une scène érotique qui, à l'époque, a quand même un peu interloqué qu'elle se trouve dans la chambre du cardinal en question. La Danaé du Titien, le tableau qui vous fait bégayer la première fois que vous le voyez en vrai. Pour les historiens, le voir en vrai, c'est comme voir une star de cinéma hollywoodienne, entendre son premier Mozart, une évidence qui se présente enfin à vous. Elle est offerte, les drapés sont parfaits, l'ange est parfait, la pluie d'or est géniale, mais ce qui éblouit, c'est sa peau. Les effets que Titien y met subtilement, la façon dont elle se tient, avec l'impudeur innocente de celles qui ne savent pas être épiées, c'est un des plus beaux nus de la grande peinture, genre de tous les temps. Titien cherche à reproduire la beauté sensuelle et intellectuelle, donner l'envie d'embrasser et d'écouter. Ça, c'est un tableau qui a été saisi par les nazis, c'est ça? Oui, exactement. C'est un tableau qui est célébrissime et qui avait été saisi par Göring. Voilà, donc qui a eu cette histoire aussi mouvementée. Il est tellement beau. Göring le salit un peu, mais il est quand même insalissable. Ça, c'est la peinture vénitienne avec de Titien, qui est probablement, enfin selon moi, l'un des plus grands peintres du monde, sinon presque le plus grand. Il y a tout ce pouvoir de la couleur qui est à la fois... L'idée de couleur, c'est non seulement la couleur au sens du pigment, c'est-à-dire l'éclat des bleus, des rouges, des dorés, etc., mais aussi la couleur, en italien il y a deux mots, et la couleur qui est l'action de mettre cette couleur sur la toile. Donc, comme ça fait des empattements, comme ça fait des ombres, comment les couleurs interagissent les unes avec les autres. Et puis, les autres grands tableaux sont ces magnifiques portraits d'un artiste parmesan. Parmi Giannino, le parmesan en français, parce qu'il vient de Parme. Et oui, c'est la meilleure plaisanterie culinaire de l'histoire de l'art. Il y a carpaccio, bacon et le parmesan. C'est un artiste exceptionnel, maniériste, du XVIe siècle, que le Louvre n'a pas. Enfin, on a un tout petit tableau de parmesan et on n'a rien d'équivalent. Donc en fait, quand on est allé à Capodimonte, on a dit, alors on voudrait avoir tous les parmesans de Capodimonte. Donc on les a tous eus, sauf un qui était trop fragile. Le parmesan est un maître absolu de l'observation. Il distille dans ses portraits des analyses perçantes. On y voit l'arrogance, l'intensité, le détachement, l'ambiguïté, la solitude. Les obsessions des personnes peintes apparaissent malgré elles sur la toile. Ils ont l'air magnifiques, sereins, en majesté, mais en fait, il y a plein d'indices un peu partout qui nous révèlent la vraie nature de ces gens. Donc on a les deux plus beaux portraits de parmesan. La mystérieuse Antea est une gravure de mode d'une précision étonnante. Le long tablier blanc signalerait qu'elle vient du nord de l'Italie. Cette jeune femme, dont on ne sait pas qui c'est, qui est surnommée Antea, c'est pas très bien qui c'est. Ce qu'on voit, c'est que là, il y a une attention absolument exceptionnelle, ça devrait vous intéresser, pour la mode.
Donc là, on a un vêtement extrêmement riche, une déformation de l'épaule parce que c'est un manteau qu'on disait à l'espagnol avec des grandes manches qu'on laissait légèrement tomber, une chemise extrêmement brodée et dessous cette sorte de robe qui est une sorte de tablier dans une espèce de mousseline. On a aussi ces bijoux, on a des rubis, on a des perles. Et puis, ce qui est assez extraordinaire, c'est cette martre, cet animal en fait, qui est sur son cou et qui est tenu, qui est mort, hein, qui est tenu par une sorte de chaîne sur ce gant, mais avec ses dents très acérées. Et on a à la fois une sorte d'image, une sorte de pureté virginale, si je puis dire, dans le visage, et en même temps une certaine agressivité, on dira, avec cet animal. Le Galeazzo San Vitale, qui est là, c'est un condottiere. On voit l'armure à l'arrière-plan. Il est représenté comme dans un costume extrêmement luxueux face aux spectateurs. Il reprend un peu le prototype de notre Balthazar Castiglione de Raphaël. Ça, c'est l'image typique de l'humaniste de la Renaissance, une sorte d'icône, donc ils sont là en chiasme. Et ce que je trouvais intéressant aussi dans ce dialogue entre elle et Galeazzo, c'est qu'on a un homme de guerre mélancolique et une jeune fille inquiétante. C'est un beau dialogue. Cette goutte d'eau là, le diamant. La boucle d'oreille est extraordinaire, c'est une perle. Les perles à l'époque étaient encore plus précieuses que les diamants. Oui, c'est d'un grand luxe et d'un grand raffinement avec le bracelet, la bague. Le bleu. C'est aussi pour ça qu'Antea est couverte de perles. C'est peut-être un portrait de mariage. Certains ont dit qu'elle pouvait être enceinte parce qu'elle a cette robe aussi très haute, mais bon, on n'a pas de certitude. Je pense qu'il y a un message avec la cruauté. Question, c'est quoi votre Titien préféré du Louvre en dehors de l'exposition ? Alors, mon Titien préféré, je trouve que le couronnement d'épines est un tableau d'une force assez extraordinaire dans sa violence, dans son pathétique, dans l'éclat des couleurs. Oui, le couronnement d'épines. Moi, c'est l'homme au gant. Et, exactement, là vous m'avez demandé quel est le Titien préféré, mais quand vous me dites quel est votre tableau préféré, en général, je dis l'homme au gant. C'est pas vrai, de tout le Louvre ? De tout le Louvre. En général, l'homme au gant, parce que je trouve qu'il y a Oui, on est rarement arrivé à une sorte d'expression à la fois d'une forme de jeunesse, de mélancolie, on sent le temps qui passe, on a une extrême simplicité d'un vêtement qui est ultra sophistiqué. Pareil pour les couleurs, tout est peint dans des teintes un peu étouffées, grises, avec simplement ce gant, mais il a des yeux très bleus. Et donc on est sans esprit dans des impressions un petit peu contradictoires. Et oui, c'est probablement le plus beau portrait du Louvre, plus beau que la Joconde, selon moi. Mais et il est dans la salle à rivaliser avec. Il est un peu, il est occulté presque par la foule qui. Oui, alors la foule, mais il est très. On arrive à le voir. Ouais. Il est très regardé. Il est très regardé, mais c'est vrai que c'est un tableau qui réclame un petit peu d'attention. C'est pas un tableau très difficile, mais c'est pas un tableau qui va attirer tout de suite le regard du spectateur. Il faut entrer dans un état un peu, entre deux. Mais après, il hypnotise tout de suite. Ça, c'est c'est un tableau extraordinaire, mais c'est l'anti-homme au gant. Là, on a un pape massif, un pape qui est bien assis, qui ne vous regarde pas. Tableau d'un artiste qui s'appelle Sebastiano del Piombo. On l'a mis en parallèle avec ce portrait de jeune homme qui est un portrait inachevé. On voit dans ses mains, là, avec ses mains comme des griffes qui ne sont pas terminées, on dirait presque un tableau de Degas, très moderne, peut-être aussi parce qu'il n'est pas achevé avec cette pose très élégante, très raffinée, assis sur cette table avec ce tapis oriental. On a ici réuni dans quelques mètres carrés ce qu'on a fait de mieux entre la collection du Louvre et la collection de Capodimonte, ce qu'on a fait de mieux en matière du portrait
en Italie à la Renaissance entre 1515 et 1545. C'est-à-dire si à Balthazar Castiglione, si à Pontormo, si à Sebastiano del Piombo, si à Parmesan, vous ajoutez l'homme au gant de Titien, la Belle Nanny de Véronèse, un peu plus tôt la Joconde, etc., vous avez une exposition extraordinaire de cet art du portrait à la Renaissance. Finalement, dans la Grande Galerie, on offre une vision de la peinture italienne qui est tout à fait conforme au goût académique créé, entre autres, sous Louis XIV, avec l'Académie et qui va privilégier l'école romaine et bolognaise, ce qu'on appelle l'école classique. Et que donc tout ce qui était en dehors de Caravage, tout ce qui était très réaliste, très sombre, très violent, on a eu tendance, non pas à le minimiser, à le mettre en réserve, mais à le présenter ailleurs. Voilà. C'est mon interprétation. L'invitation faite à Capodimonte permettait de redonner de la diversité et de remettre en question cette présentation. Caravage, alors c'est un tableau que Caravage peint en 1607 à Naples. C'est un des 2 tableaux que Caravage a peint à Naples, parce que Caravage a une vie un petit peu compliquée. Il a assassiné quelqu'un, il a été poursuivi, donc il est allé de Rome à Naples, de Naples à Malte, de Malte en Sicile, remonté à Naples, etc. Donc ça, c'est un tableau napolitain. Alors il se trouve que le Louvre a 3 Caravages, Caravage romain, Caravage maltais, mais pas de Caravage napolitain. Donc c'était l'occasion d'introduire un Caravage peint à Naples. Pendant son séjour à Naples, Caravage faillit de mourir dans un guet-apens. Il s'en sort de justesse. Il est à la colonne qu'on devine, imperturbable, et les corps qui se démènent pour faire souffrir. C'est pas une composition qu'il a beaucoup reproduite, qui s'inspire de sources romaines, où on a le Christ là, donc qui est préparé pour le supplice. On voit en bas, en train de préparer des faisceaux pour fouetter le Christ. Il a déjà la couronne d'épines, donc c'est aussi un tableau qui fusionne différents éléments et qui joue sur toutes les caractéristiques de l'art de Caravage, le dramatisme, le réalisme dans les expressions et dans le corps, et ce clair-obscur, c'est-à-dire cette lumière qui porte le sens, une grande partie du sens du drame. Alors ici, on ne l'a pas exposé avec nos Caravages. On l'a plutôt exposé avec des peintures florentines de la fin du maniérisme, parce qu'on retrouvait quelque chose dans la pose, notamment la pose du Christ et sur le buste et sur le corps, et ça nous permettait de mieux comprendre, de mettre en évidence simplement par les œuvres le passage du maniérisme tardif à la révolution, qu'on peut appeler la révolution de Caravage. Et puis on le voulait aussi dans l'axe de la porte, parce que quand on arrive par l'escalier molien, on est littéralement saisi par cette image, on est dans l'obscurité et on a la lumière de Caravage qui nous invite à entrer dans la Grande Galerie. Vous avez réfléchi comme un Haussmann du Louvre. On a réfléchi comme un Haussmann. Non, mais l'accrochage est un travail très très précis. Parfois, on enquiquine les installateurs, donc les personnes qui installent, en disant non, 1 mm à gauche, 1 mm à droite, etc. Parce que on ne se rend pas compte, mais tout dans un accrochage doit être extrêmement précis. Donc là, on l'a fait au centimètre près. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce Caravage, personnellement ? Ce que j'aime le plus, c'est l'effet de lumière sur le torse. C'est au-delà du beau morceau, on a toute la souffrance avec la tête qui tombe et le visage qui est à moitié aux 3/4 dans l'obscurité. Et voilà, ça c'est un très très beau tableau. En fait, c'est ces tableaux de clair-obscur où finalement on entre dans l'obscurité. C'est petit à petit le regard s'habitue à voir des choses qu'on ne perçoit pas nécessairement au premier abord. On entre dans l'ombre. Voilà. Aussi, à l'époque, on vivait dans des lieux qui n'étaient pas éclairés comme aujourd'hui. Donc les rues n'étaient pas éclairées, ou mal. Donc j'imagine qu'on passait beaucoup plus que nous de l'obscurité la plus totale à la lumière. On était dans une rue extrêmement sombre, on ouvrait une porte de taverne et là on se prenait la lumière du feu qui était dans la cheminée. Je pense qu'il y a probablement ça qui a joué. Alors,
Ça, c'est l'équilibre, la perfection absolue dans cette veine classique ou classicisante de cette peinture romano-bolognaise, c'est-à-dire par beaucoup d'artistes qui ont été formés à Bologne et puis qui sont descendus ensuite à Rome, les frères Carrache et puis ensuite Guido Reni. Là, on a cet équilibre parfait d'un tableau qui va mêler la leçon de l'antique, la leçon de la peinture romaine et la leçon de Caravage dans cet équilibre. Alors ça représente Hippomène et Atalante. Là, on a un tableau alors qui réussit l'équilibre de tous les contraires. Donc, on est dans de la course, dans du mouvement, mais en même temps, on est très stablement posé. On est entre le jour et la nuit. On a ces grandes diagonales des corps. On a un coloris qui est tout à fait antinaturaliste, mais d'un raffinement extrême avec les bleus, c'est ce côté un peu violacé, le blanc qui n'est pas tout à fait blanc, qui est gris rosé, le contraste entre le corps plus froid d'Atalante, sauf son visage qui est légèrement rosi par la course, et le corps plus chaud d'Hippomène. Ça, c'est le grand goût qui a été adoré par les souverains en France, en particulier par Louis XIV, et c'est un peu le modèle des principes qui étaient donnés par l'Académie de peinture à partir du règne de Louis XIV, et c'est ce que les rois de France ont collectionné. C'est pour ça qu'au Louvre, on a beaucoup de peintures des frères Carrache, Ludovic et Hannibal et Agostino, qu'on a beaucoup de peintures de Guido Reni, qu'on a des peintures du Guerchin, exact contemporain de celle-ci. Parce que là, on est Louis XIV compatible à fond. Compatible à fond. Caravage aussi, Louis XIV compatible, parce que notre tableau de la mort de la Vierge, c'est un tableau qui est extraordinaire, qui est un tableau qui a été peint pour une église à Rome. Quand les prêtres ont vu le tableau, ils ont dit non, ça c'est pas possible. On n'en veut pas. En général, c'est un bon compliment. Oui, c'est un bon compliment, vous allez voir pourquoi. Parce qu'on a la Vierge qui est comme une noyée, qui est verdâtre, le ventre gonflé. Donc les prêtres refusent. Rubens passe par là, et Rubens, en tant que peintre, reconnaît la qualité du tableau, donc fait acheter le tableau pour le duc de Mantoue. La collection du duc de Mantoue finit par arrivé chez le roi d'Angleterre Charles Ier. Charles Ier est guillotiné, sa collection est achetée par le banquier Yabar en Allemagne. Yabar vend sa collection à Mazarin, et Mazarin donne sa collection à Louis XIV. Ça constitue le cœur des collections du Louvre. Donc on voit que les gens bougeaient beaucoup, mais les tableaux bougeaient beaucoup. Et le rideau rouge. Moi je vois le rideau rouge. Extraordinaire. Là, c'était un mur qui rendait compte de la violence d'une certaine peinture caravagesque, avec Artemisia. Donc Artemisia Gentileschi, la fille Gentileschi, qui réalise ce tableau de Judith et Holoferne. Artemisia Gentileschi apprend à peindre avant d'apprendre à lire et écrire. Son père a un atelier réputé, sinon elle n'aurait pas pu apprendre à peindre, cela était interdit pour les femmes. Artemisia Gentileschi est violée le 6 mai 1611. Le procès dure 9 mois en 1612. Où elle a été en partie malmenée, voire torturée pour qu'on réussisse à savoir ce qui s'était exactement passé. Mais elle décrit son viol en détail et comment elle a arraché une partie du sexe de son violeur. Son violeur est un artiste connu de l'époque, Agostino Tassi, un maniériste tardif qui a finalement été condamné pour d'autres viols et s'est retrouvé dans les galères sillonnant la Méditerranée. Tout de suite, en 1612-1613, Artemisia Gentileschi peint ce tableau. Les tableaux d'Agostino Tassi ne figurent dans aucune collection de musée majeur. Judith est en train de décapiter Holoferne avec le sang, avec toute la violence sur un sujet qui avait été glorifié par Caravage quelque temps plus tôt, avec un magnifique tableau qui se trouve aujourd'hui au Palazzo Barberini à Rome. Celui-ci n'a été attribué à Artemisia Gentileschi qu'en 1916. Artemisia Gentileschi fut oubliée, mais ses tableaux ont été sortis des archives des musées à partir notamment des années 1970 grâce à la révolution féministe. Il existe un double de ce tableau au musée des Offices à Florence, où Judith décapite en robe dorée.
Dans cette version, Judith est en bleu outre-mer. Judith et sa servante Abra sont en train de scier la tête de Holoferne, puissant général de Nabuchodonosor qui assiège et meurtrit leur ville. L'épée de Judith ressemble à un crucifix. Abra, qui normalement est représentée âgée, est ici jeune et impassible en tenue Garance. Elle se prend un coup de poing d'Holoferne, mais elle résiste tranquillement, le domine et l'immobilise. Judith est impeccable, décolletée, épaule à l'air, focus, à peine un rictus de concentration, pas du tout révulsée de ce qu'elle est en train de faire. Le sang ne la dégoûte pas un instant, mais elle s'éloigne pour ne pas tacher sa robe. Ses bras rythment la toile, mais son calme et sa détermination sont encore plus spectaculaires que son geste. Il existe un autoportrait d'Artemisia Gentileschi dans la collection Windsor, où l'on se dit qu'elle ressemble beaucoup à cette Judith décapitante. C'est une boucherie, le sang macule le lit, on sent qu'il est en train de couler, d'envahir tout dans un moment à la Jackson Pollock précoce. Artemisia Gentileschi est morte à Naples, sans doute dans l'épidémie de peste de 1656. A noter qu'Artemisia Gentileschi a aussi peint une Danaé comme Titien, qui est au musée d'art de Saint-Louis, dont l'entrée est gratuite. Danaé en contorsion de plaisir et sa servante très pragmatique qui récupère bien dans son tablier la pluie d'or fatale. C'est un de ses meilleurs tableaux, c'est un de ses plus beaux tableaux, avec ce côté terrible. Le sang sidérant. Est sidérant. Le sang est en plus très bien fait. Ouais. Et on l'a mis en pendant avec le tableau de Spada, avec le tableau de Caïn et Abel. Là aussi où on a ces corps, alors là on ne sait pas trop au départ ce que c'est comme scène. On se demande si c'est une scène de meurtre, de viol, etc. Bon, si on regarde le centre de la composition, on voit bien qu'il s'agit d'un homme, parce qu'on a les testicules et le sexe des deux protagonistes. Et là aussi, on voit comme chez Artemisia, il y a le cadre est extrêmement resserré, la focale est sur la violence du meurtre et l'imbrication des corps. La torsion est maximale. Là, ouais. Oui, dans une torsion avec un côté aussi très androgyne dans les figures, dont on ne sait pas au premier abord s'il s'agit d'hommes ou de femmes, notamment dans la figure d'Abel. Ils sont dans le cri, les deux sont dans le cri. Les deux sont dans le cri, oui, c'est un fratricide, donc quelque chose d'épouvantable. Mais tellement beau. Franchement, je l'ai vécu comme un rebondissement. C'est exactement ce qu'on voulait faire. Je me suis dit, oh là là, la première fois, j'avais l'impression d'être dans un film épique, un Marvel ou je sais pas quoi, et que vous me mettiez une claque dans la figure. C'est exactement ce qu'on voulait faire. Donc on voit que dès qu'on arrive vers le milieu de la grande galerie, ça commence à devenir un peu bizarre là. Ça commence à devenir un peu sanglant, un peu violent. Et puis on a là les tableaux de Ribera, ces tableaux réalistes, très influencé par la peinture vénitienne, par Titien, etc. Et là, on a un Silène ivre. C'est pas destiné du tout à susciter le dégoût, mais à susciter une espèce de trop-plein, de too much, de trop-plein de vie. C'est génial, le serpent qui déchire la signature. Alors ça, on s'est beaucoup interrogé là-dessus, il y a différentes interprétations. Une des interprétations aussi serait, ça pourrait être aussi une sorte de tempus fugit, c'est-à-dire le temps fuit et toi-même qui as peint ça, tu finiras poussière. Ou au Louvre. Poussière au Louvre ou à Capodimonte, oui. Ouais. Ça, c'est aussi un autre tableau de Ribera, un tableau extraordinaire, là aussi. Ribera est vraiment un très 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 grand peintre. Pauvre Marsyas se fait torturer par un Apollon dont le calme contraste avec la douleur suprême ressentie par le satyre dont le crime a été de mieux jouer de la flûte maudite que Apollon ne jouait de la cithare. Il y a Marsyas défiguré, en crucifixion inversée, et Apollon tranquille, élégant, qui semble tirer du plaisir de la torture. Donc il est accroché à un arbre et Apollon est en train de l'écorcher vif. Et c'est terrible cette scène parce qu'on a un Apollon qui est complètement impassible dans sa beauté apollinienne et qui est en train de procéder à un supplice absolument épouvantable. C'est la cruauté du dieu.
Un tableau sur le mal, mais la cape du dieu est une œuvre en soi gonflée par le souffle du drame. Les faunes horrifiées à droite sont plus expressifs que tous les tableaux du Louvre réunis. Qui surgissent un peu comme des ombres, comme des figures fantomatiques, et qui assistent à ce spectacle extrêmement cruel. Et le drapé, là aussi avec ses coloris Changeant. ouais, un petit peu changeants, rose, violet, qui entrent en dialogue avec le bleu du ruban que porte autour du cou Apollon. Et cette composition a tellement de succès, elle frappe tellement les contemporains que quelques dizaines d'années plus tard, Luca Giordano, qui est un autre peintre napolitain, s'en inspire, fait une variation sur le tableau de Ribera. On retrouve Marsyas comme chez lui, mais ce qui est très différent ici, c'est que, alors que là le dieu est impassible, ici le dieu est en action, on voit sa jambe en train de retenir le bras de Marsyas, mais non seulement il est en action, mais on a le sentiment que le dieu, Apollon, est un peu dégoûté malgré tout et un peu par le supplice terrible qu'il est en train d'administrer à Marsyas, alors que là, il est complètement impassible. Et les figures au second plan, les satyres sont encore plus, entre guillemets, grotesques et grimaçants sur ce tableau. C'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur, oui. Et un thème d'horreur. Alors là, on voulait un peu terminer dans une espèce de grand délire napolitain avec cette grande vierge de Luca Giordano. C'est un tableau immense qui écrase vos forces à l'adoration, la dévotion, devotion. D'ailleurs, 99% des personnages sont en génuflexion trans, à part les 2 personnages accrochés au poteau, les jambes écartées dans le vide. Il y a des têtes d'anges capricieux qui flottent comme des bulles de champagne sur toute la toile. La Vierge n'est pas en bleu, mais blanche et blonde. Ses cheveux se confondent avec une écharpe dorée. Son Jésus est gras, son auréole vire au multi-étoilé. Elle ressemble assez directement au logo des films de la Columbia, se détachant sur un ciel bleu. La Vierge est une des grandes figures, enfin c'est la grande protectrice de la ville de Naples. Vous savez que la ville de Naples vit en danger permanent, avec un des volcans qui est l'un des volcans les plus dangereux au monde, qui est le Vésuve, parce que le jour où il éclatera, ça va faire du dégât. Donc la Vierge est la protectrice. Régulièrement, il y a des processions qui célèbrent la Vierge. Ici, cette Vierge du Rosaire, qui rend compte de tout ce que pouvaient être ces grandes processions un peu folles, où des fleurs étaient jetées, des pièces d'or étaient jetées. Il y a encore quelques années, on sortait le trésor de San Gennaro, etc. Au-dessus d'elle, des anges ailés jettent des fleurs comme dans les défilés Rick Owens où des vestales nous jettent du jasmin d'en haut du bâtiment. Le baldaquin est un prétexte à 5 tableaux supplémentaires se terminant par des pompons d'or. C'est un tableau qui en fait trop, hyper riche. Il y a un chien qui tient une torche dans la gueule en bas à gauche parce que sinon c'était pas assez chargé. Ça sent la vanité et la corruption à plein nez. Luca Giordano nous fait son menu dégustation à 12 plats, antipasti, primi, secondi et farandole des desserts. Sa production monstre revendique plus de 5000 œuvres, des fresques virtuoses exceptionnelles et qu'il se faisait payer très cher, se vantant d'avoir 150 000 écus dans ses poches. Apparemment, Luca Giordano, le napolitain fanfaron, peignait vite, très très vite, et improvisait sur la toile, s'exécutant en public, sans pinceau, mais avec les doigts, comme un phénomène, un artiste de cabaret. Il a un doigt pour les couleurs claires, un autre doigt pour les couleurs sombres, et il nuance avec son pouce. Et avec son petit doigt, il définit les traits du visage. Il fait le portrait du roi d'Espagne qui l'embrasse tellement il est impressionné. À 22 ans, Luca Giordano a survécu à l'affreuse épidémie de peste de 1656, celle qui tue Artemisia Gentileschi. Il se défoule dans des explosions de vie, l'hyper-piété, le triomphe dévotionnel. Il a peint cette Madone au baldaquin vers 1686, donc à 51 ans, apogée de son savoir-faire. À ce moment-là, Caravage est mort et il faut le dépasser. C'est de l'anti-Caravage, anti-réalisme, anti-concret. C'est du faste pur, une peinture pour la peinture et pour les gens riches.
Et dans cette peinture baroque, mais là qui est d'un baroque plus clair, plus coloré, plus festif que ces choses que nous avons vues précédemment. Et de part et d'autre, on a exposé ces grandes natures mortes, là aussi un peu délirantes par leur format. 2 natures mortes qui sont des chefs-d'œuvre d'insomniaques, des cascades de fruits et de poissons. 2 énormes exercices de fertilité, cocagne, un déversement de vie, un tumulte d'écailles et de nageoires. La nature est à disposition, l'inverse d'une nature morte de méditation. Cette grande nature morte au poisson a quelque chose d'extrêmement dérangeant. Mais elle est cinglée. Elle est cinglée. Oui. Elle est cinglée. Je me suis dit, Cinglée. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans mon loup? Ah, là on a tout pour faire la bouillabaisse, parce que vraiment les poissons peuvent être vraiment identifiés. Puis ils sont là en plus. Hein. Ah oui, ils sont très Ils sont pas présents. Il y a ce semblants, côté gluant qui est là. Il y a c'est aussi la richesse de Naples. Hein. C'est la richesse de la mer. C'est la richesse des poissons qui sont plus grands que nature. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'était des compositions destinées à orner des salons énormes. Que si vous allez dans les palais napolitains, si vous voyez à Capodimonte, c'est des volumes gigantesques. Ça, à Naples, c'est un post-it, c'est ça? C'est pas tout à fait un post-it, mais ça doit se mesurer à une échelle qui est l'échelle des palais napolitains. Cette présence de la diversité des produits de la mer, et de l'autre côté, ce sont les produits de l'arrière-pays de la terre avec les énormes citrons. C'est du baroque méditerranéen, saturé, frénétique, matriciel, abondantissime, gras, prêt à être mixé dans un smoothie délicieux, prêt à être dévoré dans un banquet sans fin. On dirait une éruption d'un Vésuve de vitamine C, la description méticuleuse des citrons, des raisins, des pêches, des melons, des fleurs, l'inverse des culpabilités catholiques. 2 odeurs totalement contradictoires et la Vierge au milieu. La mer et la Vierge au milieu, et donc c'est une grande fête baroque napolitaine. Je pète un câble avec cette manche. Il y a 2 manches dans l'histoire de l'art qui me font péter des câbles. Il y a la bleue de Titien, décidément, à la National Gallery. Et celle-là, là, elle est incroyable. Ça, c'est un tableau qu'on voulait absolument avoir aussi, d'un artiste pas très connu du grand public, qui s'appelle Guarino, qui représente Sainte Agathe. Sainte Agathe, c'est la sainte patronne de Catane en Sicile, et dont le martyre a été d'avoir les seins coupés. C'est un tableau extraordinaire parce que c'est rare qu'on ait présenté à ce point une dignité du martyr, en fait. Cette femme est très aristocratique. Elle a ce regard avec les yeux rougis où on sent qu'elle a souffert. On a ce teint très pâle, très élégant. Ce qui est rouge, c'est la bouche, les yeux, et puis ce geste qui est la pose d'un portrait aristocratique, en fait, la main mise, posée comme ça sur un socle, et puis tout à coup on voit les taches de sang, parce qu'elle masque en fait son martyr terrible. Il a subi une restauration récemment qui lui a redonné toute la subtilité de la couleur. Là, il n'y a rien d'expressionniste. On n'est pas dans la démonstration. Et donc ça se termine quand on arrive par le Saint-Sébastien? Oui, de Mattia Preti, qui est un artiste là aussi du sud de l'Italie, et qui est très beau dans la perspective de la Grande Galerie. La Grande Galerie s'ouvre avec un Saint-Sébastien de Mantegna qui est sur sa colonne avec ses flèches et qui est face à nous. Et ici, on a un Saint-Sébastien qui n'a plus qu'une seule flèche dans le bras et qui regarde en dehors du tableau, qui est déjà ailleurs en fait. De son corps jaillit la lumière, où son corps est le miroir de cette lumière divine qu'il reçoit d'en dehors du tableau, qu'il projette sur le spectateur. Alors c'est très beau dans l'axe de la Grande Galerie, et c'est vrai qu'on le repère de très loin. Alors on peut s'imaginer que ce tableau était un tableau d'autel d'une église, donc dans des églises relativement sombres, pas toujours éclairées, et que de loin, comme nous on en fait l'expérience dans la Grande Galerie, on devait voir cette lumière de Saint-Sébastien. J'aime beaucoup la cruauté de lui mettre une plume blanche juste en dessous de la voûte plantaire.
Oui, en plus. On le chatouille en plus, c'est le pauvre. Oui, C'est vraiment un martyr. Hein. un martyr supplémentaire. Oh la pauvre Saint-Sébastien. Incroyable, merci d'avoir pris le temps. Voilà, Il y en a un que vous n'allez pas rendre? Non, on va tout rendre. Vous allez dans quel état quand ils vont tous repartir vers leur maison? Eh bien, on aura été content. Ouais. On aura été Dans quel content parce état? que Vous allez faire une descente, vous allez être complètement déprimé. Il va falloir vous amener bah, plein de j'espère chocolat que non, cette semaine-là. si vous voulez m'apporter des chocolats, d'accord, mais j'espère ne pas être déprimé. Non, je crois pas. Voilà, c'était l'épisode 2 de la Grande Peinture. Merci Sébastien Allard. Foncez au Louvre pour voir la Grande Galerie, vivre tous ces rebondissements, ces flashs pour le jour, flashs pour la vie. Vous pouvez aussi les voir de très près et en HD sur le site du Louvre. Abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode et des visites de musées aussi. Laissez un commentaire sur votre Titien préféré. Moi, c'est toujours le dernier que je viens de voir, mais ça reste toujours quand même l'homme aux gants que je pose sur mon mood board. Abonnez-vous à la chaîne.